c'est souvent une image qui me revient quand j'arrive sur des tournages, quels qu'ils soient, quand tu arrives le matin, en général, quand tu es comédien, il y a déjà du monde, il y a déjà les techniciens, tout ça, qui sont là, qui se préparent. C'est vrai que tu ne seras pas d'aller comme le cirque, quoi. Ça remonte avant d'avoir commencé à faire le comédien. Donc, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Le souvenir le plus lointain que j'ai, alors je ne sais pas si c'était d'avant, mais le souvenir le plus lointain que j'ai, je peux le dater parce que c'est la première fois que j'étais parti en vacances avec un pote en Bretagne, enfin pas en Bretagne, dans le Finistère Sud, à Irvillac exactement, avec mon pote Louis Jantin, et on est arrivé là-bas en vacances, et il y avait un tournage de France 3, c'était France 3 à l'époque. Je me souviens tout, le téléfilm s'appelait Quand l'amour vient, et c'était une histoire de paysans. C'était interprété par Michel Robin, c'est un grand comédien qui était à la Suisse, qui était à la Comédie Française, et qui était connu pour son rôle de méchant dans une série qui passait à la télé en noir et blanc qui s'appelait Vidocq, je crois. Non, qui s'appelait Tourangeau, qui s'appelait merde. Ardéchois Cœur Fidèle. Voilà. L'autre gars qui jouait là-dedans, c'était Paul Crochet. Et Paul Crochet, c'est un gars qui a joué dans pratiquement tous les films de Melville. On a déboulé en vacances et il démarrait le tournage dans ce village. Ah oui. Ouais. Et moi, les vacances, je les ai passées à aller regarder, changer un salon de coiffure en un magasin. 20 ans après, regarder travailler le régisseur, regarder travailler les décorateurs, tout ça. Et, au lieu d'aller à la mer, je trouvais des prétextes pour rester toute la journée à regarder tous les gens travailler, pas que les acteurs d'ailleurs, tout le monde travaillait. Et je me souviens qu'après, ils avaient cherché plein de figurants et de gamins de notre âge pour faire des scènes. Et par contre, moi, j'avais pas voulu, je m'étais fait porter pâle. Parce que je voulais pas par contre jouer dedans, je voulais voir tout, mais je voulais pas être dans la masse. C'est le diminutif de moto suédoise qui s'appelle Husqvarna. D'accord. Et donc dans le milieu du cross, quand tu as une Husqvarna, tu as une Husky. Si j'avais eu une Kawasaki, on m'aurait appelé Kawa, ça se trouve, tu vois. Voilà. Okay. Et donc j'ai commencé à faire du motocross et c'est un monde un peu fermé, donc au début, faut faire ses preuves quoi, pour être accepté. Au bout d'un moment, on a accepté, et puis les mecs me disent, mais au fait, tu t'appelles comment? Parce que nous, on t'appelle tous Husky, qui a la Husky. Je dis, je m'appelle Jean-François. Et ça te dérange si on continue à t'appeler Husky? Je dis non. D'accord, voilà. Donc c'est né du motocross. Ouais. Et tu l'as gardé après? Je l'ai gardé parce que tout le monde m'appelait comme ça, oui, donc c'était plus simple. Ouais. Moi, je me présentais toujours comme Jean-François, mais comme tout le monde m'appelait Husky, tout le monde s'y mettait, quoi. D'accord. Et quand j'ai été comédien, oui, j'ai décidé ça parce qu'il y a eu 2-3 fois des quiproquos. Des copains qui me disaient appelle ce type de ma part, je vais parler de toi, vraiment, il va te recevoir, il peut peut-être te brancher. Moi, je l'appelais, je lui dis attends, je l'appelais, mais il connaissait pas. Je me vois encore l'appeler et lui dire il y a Husky qui va. Ouais, tu t'es fait connaître, ta notoriété, c'était avec. Donc j'ai dit je m'appelle Husky. Oui, moi j'arrivais, je dis bonjour, je suis Jean-François, je viens de la part de Patrick Lezel. Le mec dit oui, Patrick, je le connais, mais il m'a pas parlé de vous, je suis désolé. Jean-François, ça parlait à personne. Jean-François, ça parlait à personne, et Husky, ça parlait. Ouais. En même temps, c'est plus original. C'est plus original. D'accord. Mais j'ai gardé mon nom de famille. Kial, c'est mon nom de famille. D'accord. Ça va bien, Husky Kial? Husky Kial, oui, ça a de la gueule. Ouais, c'est pas quelque chose que vous verrez chez tout le monde. Alors après tout, foutu pour foutu. J'ai eu des restaurants à Lyon, puis après, la question s'est posée d'en avoir un troisième, un quatrième, puis d'avoir un truc un petit peu tout tracé. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Mon associé au restaurant, lui, était en train de signer en plus avec Sony un disque. Il écrivait pour Liane Folly. Liane Folly, c'était notre voisine. Enfin, il y avait plein de petits signes comme ça tout le temps, tu vois aussi. J'avais déjà des amis londoniens, mais j'en ai rencontré d'autres. J'ai rencontré toute une bande de musiciens et de chanteurs musiciens, ouais, londoniens, qui m'ont dit viens à Londres, passer un mois ou deux. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai été là-bas, je me dis là-bas je peux essayer des trucs.
Déjà, c'était plus décontractant. C'était plus ouvert là-bas, non? Ouais, c'est plus ouvert. Du coup, j'avais moins de pression. C'était beaucoup moins difficile. Puis moi, je me suis dit, bah, si je me plante à Londres, j'aurais quand même appris certaines choses. Je pourrais arriver à Paris avec un petit bagage, enfin, une expérience, même si c'est une expérience faite d'échecs, on prend toujours, même quand on... Et puis j'ai pris goût à ça à Londres, j'ai commencé à faire des castings de pubs, les premières figurations que j'ai faites, c'était dans des courts-métrages à Londres. Un jour, la France m'a prié de rentrer pour régler mes affaires. C'est joliment dit. Au bout d'un peu plus d'un an. Ouais. Alors que j'avais un appart et tout. Je me voyais vivre à Londres. Pourquoi pas descendre en France, à travailler à Paris ou ailleurs. Enfin, je me rêvais comme ça. Mais il a fallu que je redescende en France pour régler les affaires que je n'avais pas réglées. Et là, quand elles ont été réglées, j'étais juste sur la paille, j'avais plus une thune et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis retrouvé à Lyon. Et j'ai un vieux pote de Lyon qui me dit, mais il paraît que tu as pris des cours, que tu as travaillé là-bas, que tu as fait des trucs. Ouais. Il dit, écoute, moi j'ai un rêve depuis toujours, je ne l'ai jamais dit à personne, je rêve d'être comédien, mais j'ose pas tout seul. Et il y a une compagnie à Lyon qui cherche des comédiens. Moi je lui dis, mais quelle compagnie? Telle compagnie. Je dis, bouge pas, je prends le téléphone, t'inquiète pas. Alors moi, je suis chaud comme ouais, puis je suis chaud comme la braise. J'ai pas peur des Anglais, c'est pas des Français qui vont me faire peur. Et on a passé une audition dans un théâtre privé lyonnais, tous les deux, en gonflant notre CV. Et là, pour la première fois de notre vie, parce que j'avais jamais fait d'audition de théâtre quand même, c'était plus compliqué alors. On s'est retrouvé dans une vraie audition de théâtre, comme on les voit dans les films, avec les mecs qui attendent dans la salle, et puis suivant, avec leur brochure. Ouais. Et là, on me donne un texte, et tu dis, c'est pas possible, ça va être à moi. Et je sais pas comment on a fait. On est passé, une trentaine de gars, de prétendants. Tout le monde passait, la patronne du théâtre, qui était un petit peu connue, Gina Gilberti, elle était assez austère. Elle faisait passer tout le monde. Après, quand tu passais ton tour, tu retournais t'asseoir, et puis tu regardais les autres, et puis t'attendais. Puis une fois que tout le monde était passé, cette petite bonne femme me disait, alors bon, ceux dont je vais citer les noms, ils prennent leurs affaires, et puis ils peuvent rentrer chez eux tout de suite. Et les autres, on verra ça ensemble. Donc là, si tu fais mes yeux, tu dis je vais entendre mon nom, tu entends des noms, 5-6 noms, voilà. Puis je suis pas dedans déjà, tu vois, les autres partir à tête bonne. Je me suis regardé. Elle dit bon alors, toi et toi, mettez-vous là-bas, on n'y est pas non plus. Après, vous, c'est pas mal, mettez-vous là-bas aussi. Et puis on se retrouve que nous tous les deux. Dit, et vous alors, mais vous sortez d'où? Ah oui. Ben, on vous l'a dit, non, ne me racontez pas de conneries. Parce que vous avez quelque chose, vous avez de l'énergie et tout, mais vous n'avez aucune technique. Oui, en fait, on n'a pas beaucoup. Enfin, on a une technique anglaise. Technique. Oui. Je dis, bon, écoutez, moi, vous correspondez au rôle que je cherche. Vous correspondez complètement, mais moi, j'ai un cours ici. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous embauche pour jouer le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans mon théâtre, payé. Mais je donne des cours ici, 3 fois par semaine. Et donc je vous embauche à une condition, c'est que vous participiez au cours gratuitement. Formation. Oui, formation. Donc on a passé, nous on ne demandait pas mieux. Comment on se retrouve dans une situation pareille? Non, un peu... À la télé, sûr, comme il y a beaucoup de séries, de choses comme ça, c'est sûr que dans des séries policières, mais c'est soit flic, soit voyou. De quel côté tu es j'ai pas fait le compte exact, mais franchement, c'est 50-50, quoi. J'ai été aussi souvent commissaire de police que simple flic, que dealer, ou que braqueur de fourgon. Enfin, j'ai fait des... J'ai tué des gens. Qu'est-ce que ça fait alors de rentrer dans ces personnages comme ça, psychologiquement? C'est toujours bizarre de tuer quelqu'un, ouais, c'est toujours bizarre de tuer quelqu'un. Même si on est dans le semblant. Oui, même si on est dans le semblant, même quand tu meurs, moi, quand ma fille était plus petite, elle aimait bien savoir ce que j'allais faire ou ce que je venais de faire.
Je dis, bah, je vais mourir aujourd'hui, puis je reviens tout à l'heure. Il me dit, bah, tout à l'heure, on meurt bien. C'est mieux que quand tu fais ça dans une cour de récréation, quoi. Tu fais ça sérieusement, quoi. On te met des poches de sang, je sais pas, on te C'est met le des semblant trucs. sérieux. Ouais. Bah oui, c'est le semblant très très sérieux. Je suis pas mort 500 fois, mais écoute, je suis mort pendu, Ah oui. ou je suis mort par balle, évidemment. Alors par balle, c'est un peu le style du réalisateur ou le style du film qui fait déjà s'il y a du sang ou pas, si ça gicle pas, si c'est dans la tête, si c'est, tu vois, si c'est... Tout le monde a son style, tu vois, tu peux voir plein de films, police, voilà, suggérés ou très, très montrés, ça dépend. Je suis mort... Je sais pas si j'ai déjà été planté au couteau, ça je sais plus. Mais j'ai été empoisonné, enfin... J'ai pas été empoisonné, j'ai été overdosé. C'est que j'étais moi-même, je me souviens d'un truc, je sais plus, c'était avec Didier le Pêcheur que j'avais fait ça. Je sais plus comment ça s'appelait. J'étais un sale type. J'étais un gros dealer et en fait, je suis mort de... On m'a passé à tabac. Après, on m'a gavé de... Je sais plus quelle drogue. Et je suis mort d'atroces souffrances. Que je me rappelle que ma mort avait duré des heures. Il avait fallu retourner. D'ailleurs, je me demande si c'était pas pour TF1 parce qu'il a fallu retourner après des scènes. Mais c'est éprouvant, c'est très Ouais, il a fallu non, mais faire des retakes. Il a fallu faire des retakes parce qu'il y avait eu trop de sang et trop de souffrance. Alors que c'était ce qui était vendu. Mais il y avait eu trop. Je me souviens très bien parce que j'ai passé une journée entière à me traîner dans un hangar désaffecté. Me traîner, quoi. C'était comme The Revenant. Et je me souviens que je m'étais blessé pour de bon. Je m'étais pété un doigt de pied. Il fallait qu'on tourne quand même, mais entre-temps, ils avaient appelé un toubib pour médecine, tout ça, bien obligé de se couvrir. Et donc, je me souviens qu'en attendant, oui, c'était avec Didier le Pêcheur, en attendant ce toubib, on était dans ce hangar. En attendant ce toubib, j'avais des couvertures sur moi pour pas que j'ai froid, parce qu'évidemment, on tournait en plein hiver, dans un hangar, même le sol, sur le béton. Donc j'étais dans les couvertures, j'étais allongé comme ça, et le toubib arrive, il dit il est où le gars? Il est là, et moi j'étais allongé comme ça, et j'avais quand même la tête comme un chou-fleur, parce que je m'étais fait casser la gueule, donc j'avais du maquillage un peu partout, et le docteur est arrivé. Qui lui a fait ça? Il s'est tourné à tout. Non, attendez, non, on vous explique, c'est un film, il est comme ça, et moi j'avais vraiment mal, j'avais quand même mal, donc j'étais quoi, puis j'étais transi de froid. Entre le jeu et la réalité, ouais. Entre le jeu et la réalité. Des fois, la Alors frontière. après, il a dit bah, je vais faire une piqûre pour la douleur. Alors je lui ai dit non, alors dans ces cas-là, la faites pas tout de suite. Laissez-moi souffrir. J'ai mal, laissez-moi finir le plan où je souffre. Ah bon, vous êtes sûr? Je lui ai dit oui, restez là. Vous me la ferez après. Donc je me souviens qu'on avait terminé les plans comme ça. Je m'étais servi de. Bah tant qu'à faire. Il se marre comme une baleine. Tu veux faire un final spécial ou Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Qu'est-ce qu'il faut y a pas besoin d'un autre final. Faut dire au revoir, non?